Le 23 août 1987 devait être le plus beau jour dans la vie de Julien Fontaine et Céline Mercier. Leur mariage au château de Beaumont, près de Lyon, réunissait 140 invités dans une atmosphère de joie et d'espérance. Mais à 20h30 ce soir-là, 4 personnes ont quitté la salle de réception pour prendre quelques photographies dans les jardins illuminés. Mathieu Garnier, Sophie Blanchard, Laurent Dumont et Anaïs Lefebvre ne sont jamais revenus. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Leurs voitures sont restées garées. Leurs sacs à main et portefeuilles sont restés sur les tables. Pendant 22 ans, cette disparition simultanée a hanté les familles, les enquêteurs et toute la communauté de Sainte-Foy-lès-Lyon. Puis, en 2009, des ouvriers rénovant le château abandonné ont découvert quelque chose d'impossible dans le sol des jardins. Un appareil photo Nikon, enterré depuis plus de 2 décennies. Le film à l'intérieur, miraculeusement préservé dans son conteneur étanche, contenait 36 clichés. La dernière photographie sur cette pellicule allait révéler une vérité si troublante qu'elle remettrait en question tout ce que les enquêteurs croyaient savoir sur cette nuit fatidique. Comment 4 adultes peuvent-ils disparaître sans laisser de traces au milieu d'une fête? Et qu'est-ce que cette dernière image pouvait bien montrer pour enfin éclairer ce mystère? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Sainte-Foy-lès-Lyon, commune cossue située à l'ouest de Lyon, était dans les années 80 une ville tranquille d'environ 20 000 habitants. Nichée sur les hauteurs dominant la Saône, elle abritait principalement des familles de classe moyenne supérieure, des professionnels et des commerçants prospères. Les rues bordées de platanes, les petites places avec leurs fontaines et l'architecture typique de la région lyonnaise donnaient à cette commune un charme particulier, loin de l'agitation du centre de Lyon. Le château de Beaumont, construit au XVIIIe siècle, se dressait à la périphérie de Sainte-Foy, entouré de 7 hectares de jardins à la française. Bien que le bâtiment principal ait été divisé en appartements dans les années 70, les propriétaires louaient encore la grande salle de réception du rez-de-chaussée pour des événements privés. Les jardins, bien que légèrement négligés, conservaient leur structure d'origine avec des allées bordées de buis, des statues ornementales et une fontaine centrale. Ce qui rendait le lieu particulièrement recherché, c'était son petit pavillon d'été au fond du parc, parfait pour les séances photographiques. Julien Fontaine avait 28 ans en 1987. Ingénieur civil diplômé de l'INSA Lyon, il travaillait depuis 5 ans pour un cabinet d'études techniques spécialisé dans les ponts et ouvrages d'art. Grand, les cheveux châtains toujours soigneusement coiffés, Julien était reconnu pour son sérieux et sa fiabilité. Ses collègues le décrivaient comme méthodique, parfois un peu rigide, mais profondément loyal envers ses amis. Il était le genre d'homme qui planifiait tout, qui n'aimait pas les surprises, qui préférait la stabilité au chaos. Céline Mercier, 26 ans, enseignait le français et l'histoire dans une école primaire de Francheville, commune voisine de Sainte-Foy. Blonde aux yeux verts, elle possédait cette énergie communicative typique des enseignants passionnés. Les parents d'élèves l'adoraient pour sa patience et sa créativité. Céline était l'opposé de Julien à bien des égards. Spontanée, émotive, elle aimait rire et organisait régulièrement des sorties avec ses amis. Mais c'était précisément cette complémentarité qui avait séduit Julien lorsqu'ils s'étaient rencontrés 4 ans plus tôt lors d'une soirée organisée par des amis communs. Mathieu Garnier, 29 ans, était le meilleur ami de Julien depuis le lycée. Photographe professionnel établi dans le Vieux-Lyon, il s'était spécialisé dans les mariages et événements familiaux. Son studio, situé rue Saint-Jean, attirait une clientèle fidèle grâce à son talent pour capturer l'émotion des moments importants. Mathieu était un homme discret, introverti, qui s'exprimait mieux à travers son objectif qu'à travers les mots. Il n'avait jamais été marié, vivait seul dans un appartement au-dessus de son studio et consacrait l'essentiel de son temps libre à développer ses photographies dans sa chambre noire.
C'était naturellement lui qui avait été choisi pour immortaliser le mariage de Julien et Céline. Sophie Blanchard, 27 ans, était la meilleure amie de Céline depuis l'université. Infirmière aux hospices civils de Lyon, elle travaillait au service des urgences où sa capacité à rester calme sous pression faisait d'elle une professionnelle respectée. Petite, brune, aux cheveux courts, Sophie avait ce regard direct et cette franchise qui pouvait parfois intimider. Elle vivait avec son compagnon dans un appartement de Tassin la demi-lune. Mais leur relation traversait une période difficile que Sophie confiait régulièrement à Céline. Elle était pragmatique, terre à terre, le genre de personne vers qui on se tournait naturellement en cas de problème. Laurent Dumont, 30 ans, avait étudié l'architecture avec Julien à l'INSA. Contrairement à son ami qui avait choisi l'ingénierie structurelle, Laurent s'était orienté vers la restauration de bâtiments historiques. Il travaillait pour les monuments historiques et participait régulièrement à des projets de rénovation d'églises et de châteaux dans la région Rhône-Alpes. Grand, athlétique, Laurent pratiquait l'escalade et la randonnée en montagne chaque week-end. Il était marié depuis 2 ans à Émilie, absente au mariage, car elle venait d'accoucher de leur premier enfant 3 semaines auparavant. Laurent était venu seul à la célébration, prévoyant de partir tôt pour retrouver sa femme et son nouveau-né. Anaïs Lefebvre, 28 ans, était une amie d'enfance de Céline. Elles avaient grandi dans le même quartier de Sainte-Foy, fréquenté la même école primaire, partagé les mêmes jeux dans le parc municipal. Pharmacienne, Anaïs avait repris l'officine familiale sur la place centrale de Sainte-Foy après le départ à la retraite de son père. Divorcée depuis 1 an d'un mariage qui n'avait duré que 18 mois, elle vivait désormais seule, dans une petite maison avec jardin rue des Érables. Anaïs était réservée, presque timide en société, mais elle possédait une intelligence aiguë et une capacité d'observation remarquable. Céline disait souvent qu'Anaïs voyait des choses que les autres ne remarquaient jamais. Ces 6 personnes formaient le noyau dur du groupe d'amis. Ils se voyaient régulièrement, organisaient des dîners, partaient ensemble en week-end dans les Alpes. Leur relation était complexe, tissée de années d'amitié, de confidences partagées, de soutien mutuel dans les moments difficiles. Mais comme dans tout groupe proche, il existait aussi des tensions sous-jacentes, des non-dits, des sentiments contradictoires que la politesse sociale maintenait enfouis. Le 23 août 1987 était une journée magnifique. Le ciel était d'un bleu profond, la température atteignait 28 degrés et une légère brise rafraîchissait l'atmosphère. La cérémonie civile avait eu lieu à 14 heures à la mairie de Sainte-Foy, suivie d'une cérémonie religieuse à l'église Saint-Barthélemy. Vers 16h30, les invités s'étaient retrouvés au château de Beaumont pour le cocktail et la réception. L'ambiance était joyeuse. Les tables dressées dans la grande salle aux murs lambrissés croulaient sous les fleurs blanches et les bougies. Un quatuor à cordes jouait des morceaux classiques pendant le cocktail. Les invités circulaient entre la salle et les jardins, profitant du beau temps. Mathieu prenait des photographies, capturant les sourires, les embrassades, les larmes de joie des parents. C'était exactement le genre de journée parfaite que Julien avait méticuleusement planifié pendant des mois. Le dîner avait commencé à 19 heures précises. Les 140 invités étaient assis à leurs tables assignées, savourant le repas préparé par un traiteur réputé de Lyon. Julien et Céline occupaient la table d'honneur, flanqués de leurs témoins et de leurs parents. L'atmosphère était détendue, ponctuée de rires et du tintement des verres lors des nombreux toasts portés aux mariés. Mathieu avait posé son appareil photo professionnel sur un trépied près de la table d'honneur et prenait maintenant des clichés plus spontanés avec un second boîtier, un Nikon FM2 qu'il gardait toujours en bandoulière. C'était son appareil préféré pour les moments moins formels, celui qu'il utilisait pour capturer l'essence authentique des événements. Vers 20h15, alors que le dessert venait d'être servi, Mathieu s'est levé et a murmuré quelque chose à l'oreille de Sophie, assise à la table juste à côté. Sophie a hoché la tête, a dit quelques mots à Laurent qui était à sa gauche, puis tous 3 se sont levés discrètement.
Anaïs, qui était à la même table, les a regardés avec curiosité et s'est également levée pour les rejoindre. Plusieurs invités ont remarqué ce mouvement, mais sans y prêter une attention particulière. Il était normal que les gens se déplacent pendant une réception, sortent prendre l'air, aillent fumer une cigarette. Julien, absorbé par une conversation avec son père, n'a même pas remarqué leur départ. Céline, elle, a croisé le regard d'Anaïs qui lui a fait un petit signe de la main accompagné d'un sourire. Plus tard, Céline se souviendrait de ce sourire comme étant étrangement mélancolique. Marc Dubois, un cousin de Julien, assis près de la fenêtre donnant sur les jardins, a témoigné avoir vu les 4 amis traverser la terrasse et descendre les marches menant aux allées principales du parc. Mathieu portait son icône en bandoulière. Sophie avait pris son châle beige car la température commençait à fraîchir avec la tombée du jour. Laurent tenait ce qui ressemblait à une bouteille de champagne et 4 coupes. Anaïs marchait légèrement en retrait, les bras croisés sur sa robe bleue. Selon Marc, il était exactement 20h23 quand il les a vus s'éloigner dans l'allée principale, bordée de buis. Le soleil se couchait, projetant des ombres longues sur le gravier blanc. Les jardins du château de Beaumont s'étendaient sur 7 hectares, avec plusieurs zones distinctes. Les jardins à la française, près du bâtiment principal, un petit bois à l'est, et au fond, près du mur d'enceinte sud, le fameux pavillon d'été en pierre blanche qui servait souvent de décor pour les photographies de mariage. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait vivants. À 20h50, Émilie, la femme de Laurent, a appelé sur le téléphone portable de son mari. À cette époque, les téléphones mobiles étaient encore rares et encombrants, de véritables briques. Laurent en possédait un pour son travail avec les monuments historiques. Le téléphone a sonné dans sa veste de costume, resté accroché au dossier de sa chaise. Personne n'a répondu. Vers 21h15, alors que la pièce montée allait être servie, Céline a remarqué l'absence prolongée de ses amis. Elle a demandé à son frère Antoine d'aller voir s'ils étaient dans les jardins. Antoine est sorti, a parcouru les allées principales, appelé leur nom. Rien. Il est revenu en disant qu'il faisait maintenant trop sombre pour bien voir et que les jardins étaient vastes. Julien, légèrement agacé que ses amis manquent ce moment important, a demandé à 3 autres invités de l'accompagner pour une recherche plus approfondie. Ils ont pris des lampes torches que le personnel du château a fournies et se sont dispersés dans le parc. Ils ont exploré les allées, le petit bois, même le pavillon d'été. Ils ont appelé, crié les prénoms. Le silence leur répondait, troublé seulement par le bruissement du vent dans les feuillages. À 22h, l'inquiétude s'est transformée en alarme. Julien a vérifié le parking. Les 3 voitures étaient toujours là. La Renault 21 bleue de Mathieu, la Peugeot 205 blanche de Sophie, la BMW série 3 grise de Laurent. Les véhicules étaient verrouillés, apparemment intacts. Anaïs était venue avec Sophie et n'avait donc pas de voiture personnelle sur place. Dans la salle de réception, leurs affaires personnelles étaient exactement là où ils les avaient laissées. Le sac à main de Sophie contenait son portefeuille, ses clés de voiture et d'appartement, son badge d'infirmière. Le blazer de Laurent avec son téléphone portable, son portefeuille contenant ses papiers d'identité et ses cartes bancaires. Le sac à main d'Anaïs, avec ses clés de pharmacie et de maison, son agenda professionnel. L'appareil photo professionnel de Mathieu sur son trépied. Son sac de matériel photographique sous la table. À 22h30, Julien a appelé la gendarmerie de Sainte-Foy-les-Lyons. Les gendarmes sont arrivés 20 minutes plus tard. Le capitaine Renaud, 45 ans, 20 ans de service, a immédiatement organisé une battue dans les jardins avec tous les invités valides. 70 personnes ont fouillé systématiquement chaque recoin du parc avec des lampes torches et des lanternes. Ils ont inspecté le pavillon d'été, vérifié si quelqu'un était tombé dans la fontaine, exploré le petit bois. Rien. À minuit, le capitaine Renaud a contacté sa hiérarchie et demandé des renforts. La brigade de recherche et d'intervention de Lyon a été mobilisée. À 2h du matin, 50 gendarmes supplémentaires ratissaient les jardins avec des projecteurs puissants, accompagnés de 2 maîtres chiens.
Les chiens ont suivi des traces jusqu'au pavillon d'été, ont tourné en rond dans cette zone, puis ont perdu toute piste. C'était comme si les 4 personnes s'étaient volatilisées. L'aube du 24 août s'est levée sur une scène surréaliste. Le château était encerclé de véhicules de gendarmerie. Des rubans de sécurité délimitaient les jardins. Les invités, la plupart n'ayant pas dormi, étaient regroupés dans la salle de réception, transformée en centre d'interrogatoire improvisé. Julien et Céline, encore en tenue de mariage, semblaient en état de choc. Le plus beau jour de leur vie s'était transformé en cauchemar. Les enquêteurs ont interrogé systématiquement tous les invités. Les témoignages étaient cohérents mais peu utiles. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les 4 amis semblaient de bonne humeur en quittant la salle. Aucun conflit, aucune dispute n'avait été observée. Marc Dubois restait le dernier témoin à les avoir vus, marchant calmement vers le fond des jardins. Une équipe de techniciens de l'identité judiciaire de Lyon est arrivée à 9 heures. Ils ont entrepris un examen minutieux des jardins, du pavillon d'été, de tous les bâtiments annexes. Ils ont trouvé quelques traces de pas sur les allées de gravier, mais rien de concluant dans un lieu où des dizaines de personnes avaient circulé toute la journée et toute la nuit pendant les recherches. Au pavillon d'été, ils ont découvert 4 coupes à champagne posées sur le rebord d'une fenêtre. Les analyses ultérieures confirmeraient qu'elles contenaient des traces de champagne et portaient des empreintes digitales des 4 disparus. Mais rien d'autre. Pas de bouteille, pas de signe de lutte, pas de traces de sang. C'était comme s'ils avaient bu un toast, posé leur verre et simplement disparu. Les gendarmes ont élargi le périmètre de recherche. Pendant 3 jours, ils ont fouillé les bois environnants, dragué les étangs et cours d'eau dans un rayon de 10 km, inspecté les propriétés abandonnées de la région. Des hélicoptères ont survolé la zone, des plongeurs ont exploré chaque point d'eau. Des avis de recherche ont été diffusés dans toute la région Rhône-Alpes, puis dans toute la France. Rien. 4 adultes s'étaient évaporés sans laisser la moindre trace. Les jours suivant la disparition se sont transformés en semaines, puis en mois, sans aucune avancée significative. L'enquête, menée par le commandant Philippe Arnaud de la police judiciaire de Lyon, a exploré toutes les pistes imaginables. La première hypothèse était celle d'un enlèvement. Mais aucune demande de rançon n'est jamais parvenue aux familles. Laurent venait d'une famille modeste. Sophie et Anaïs n'avaient pas de fortune personnelle. Et si Mathieu gagnait correctement sa vie, il n'était certainement pas assez riche pour justifier un kidnapping. De plus, enlever simultanément 4 personnes adultes sans témoin, sans laisser de traces, semblait logistiquement improbable. La deuxième hypothèse était celle d'un accident. Peut-être était-il tombé dans une structure souterraine inconnue, un puits ou une cave oubliée. Les plans cadastraux du château ont été exhumés des archives départementales. Le bâtiment datait de 1743 et possédait effectivement des caves étendues, mais celles-ci avaient été minutieusement inspectées et ne révélaient aucun passage secret ou cavité dangereuse. Un géoradar a même été utilisé pour scanner le sous-sol des jardins. Rien. La troisième hypothèse, la plus troublante, était celle d'une fugue collective. Peut-être avaient-ils planifié ensemble de disparaître pour commencer une nouvelle vie ailleurs, mais cette théorie se heurtait à la réalité des faits. Mathieu laissait derrière lui son studio photographique prospère et des contrats en cours. Laurent abandonnait sa femme et son bébé de 3 semaines. Sophie avait des obligations professionnelles à l'hôpital. Anaïs gérait la pharmacie familiale. Aucun d'entre eux n'avait vidé ses comptes bancaires avant le mariage. Leurs passeports étaient tous restés chez eux. La gendarmerie a surveillé leurs comptes pendant des mois. Aucune transaction n'a jamais été enregistrée après le 23 août 1987. L'impact psychologique sur les proches était dévastateur. Émilie, la femme de Laurent, s'est retrouvée veuve sans être vraiment veuve, mère célibataire d'un nouveau-né, incapable de faire son deuil puisqu'il n'y avait ni corps ni certitude. Elle a quitté la région, 6 mois plus tard, pour retourner vivre chez ses parents à Grenoble. Les parents de Mathieu, commerçant retraité vivant à Villeurbanne,
ont maintenu son studio ouvert pendant 2 ans en espérant son retour, avant de finalement se résoudre à le vendre. Sa mère, Claire Garnier, visitait régulièrement le château, marchait dans les jardins où son fils avait disparu, cherchant désespérément un indice que les enquêteurs auraient pu manquer. La famille de Sophie a engagé un détective privé qui n'a rien découvert de plus que la police. Son compagnon, avec qui elle avait des problèmes, a sombré dans la dépression et l'alcoolisme, se reprochant leurs disputes des dernières semaines, imaginant qu'elle était partie volontairement pour lui échapper. Pour Anaïs, c'était sa mère, Geneviève Lefebvre, qui tenait maintenant la pharmacie, incapable d'accepter que sa fille unique ait pu disparaître ainsi. Elle avait fait imprimer des milliers d'affiches qu'elle plaçait elle-même dans toute la région, refusant de croire que plus personne ne cherchait. Mais c'était peut-être Julien et Céline qui portaient le fardeau le plus lourd. Leur mariage était devenu synonyme de tragédie. Ils ne célébraient jamais leur anniversaire. Ils avaient déménagé de Sainte-Foy pour s'installer à Villefranche-sur-Saône, essayant d'échapper aux regards compatissants et aux questions incessantes. Julien avait développé une obsession pour le cas. Il conservait tous les articles de presse, correspondait régulièrement avec le commandant Arnaud, proposait de nouvelles théories, de nouvelles pistes à explorer. Céline avait réagi différemment. Elle s'était murée dans le silence, refusait d'en parler même avec Julien. Elle avait repris l'enseignement après 3 mois d'arrêt, se jetant dans son travail, comme pour échapper aux questions sans réponse. Mais la nuit, elle faisait des cauchemars, où elle voyait Anaïs lui faire ce dernier signe de la main, ce sourire mélancolique qu'elle ne comprenait toujours pas. La communauté de Sainte-Foy-les-Lyons avait été profondément marquée. Dans une ville où tout le monde se connaissait, où 3 des disparus avaient grandi, vécu, travaillé, leur absence créait un vide palpable. La pharmacie Lefebvre avait fermé définitivement en 1989, Geneviève n'ayant plus la force de continuer. Le bâtiment était resté vide, fenêtres condamnées, devenant un rappel constant du drame. Le château de Beaumont avait cessé de louer sa salle de réception. Qui voudrait organiser un mariage dans un lieu associé à une disparition inexpliquée? Les propriétaires ont tenté de vendre, mais personne ne voulait acheter. Progressivement, le château s'est dégradé. Les jardins sont devenus envahis par les mauvaises herbes, les vitres se sont brisées. Le pavillon d'été, où les 4 coupes avaient été trouvées, s'est fissuré avec le temps, les intempéries le rongeant lentement. Les années ont passé. 1988, 89, 90. Les recherches se sont espacées, puis ont cessé. Le commandant Arnaud a pris sa retraite en 1995. Le dossier est resté ouvert mais classé sans suite, rejoignant les centaines d'autres affaires non résolues dans les archives de la police judiciaire de Lyon. Les familles ont appris à vivre avec l'absence, cette douleur particulière de ne jamais savoir. Certains ont fini par faire déclarer leurs proches disparus, légalement décédés, pour des questions d'héritage et de démarches administratives. D'autres ont refusé, s'accrochant à un espoir de plus en plus ténu. La vie continuait, comme elle continue toujours, même après les tragédies. Mais pour ceux qui avaient été au mariage ce soir-là, pour ceux qui avaient connu les disparus, quelque chose était resté suspendu. Une question sans réponse qui les hantait parfois au milieu de la nuit. Que s'était-il réellement passé dans ces jardins le 23 août 1987? Puis en janvier 2009, 22 ans après la disparition, le château de Beaumont a été acheté par un promoteur immobilier de Lyon nommé Vincent Aubert. Son projet était ambitieux, transformer le bâtiment principal en appartement de luxe et les jardins en espaces verts privatifs. Les travaux de rénovation ont commencé en mars. Le 12 mai 2009 était une journée de printemps pluvieuse. Une équipe de 6 ouvriers travaillait dans les jardins du château de Beaumont, préparant le terrain pour la construction d'une piscine commune. Patrick Morel, le chef de chantier, supervisait l'utilisation d'une mini-pelleteuse pour creuser les fondations près de ce qui restait du pavillon d'été. Vers 14h30, la pelleteuse a heurté quelque chose de dur dans le sol. Le conducteur, Karim Benzema, a arrêté la machine et est descendu examiner. À environ 1 mètre de profondeur, quelque chose de métallique dépassait de la terre humide.
Pensant à une canalisation ou un vieux tuyau, Karim a commencé à dégager la terre à la main avec l'aide d'un collègue. Ce n'était pas une canalisation. C'était une boîte métallique rectangulaire, du genre utilisé pour protéger du matériel sensible, rouillée, couverte de terre, mais apparemment intacte. La boîte mesurait environ 30 cm de long, 20 de large et 15 de hauteur. Elle possédait un joint en caoutchouc qui, malgré les années, semblait avoir fait son travail de protection contre l'humidité. Patrick Morel a immédiatement senti que quelque chose n'était pas normal. Pourquoi une telle boîte serait-elle enterrée à cet endroit précis? Il a demandé à ses ouvriers de ne pas l'ouvrir et a appelé Vincent Aubert, le promoteur. Aubert est arrivé sur le chantier 1 heure plus tard, accompagné de son architecte. Ils ont ouvert la boîte ensemble, avec précaution. À l'intérieur, enveloppé dans plusieurs couches de plastique hermétique, se trouvait un appareil photo. Un Nikon FM2, exactement comme celui que Mathieu Garnier portait en bandoulière ce soir-là. Vincent Aubert connaissait l'histoire du château. Tout le monde à Sainte-Foy connaissait cette histoire. Il a immédiatement compris la gravité de la découverte et a contacté la gendarmerie. Le capitaine Sylvie Moreau, 42 ans, responsable de la brigade de recherche de Sainte-Foy-les-Lyons, est arrivé 30 minutes plus tard avec une équipe technique. Elle a fait sécuriser le périmètre, interdit à quiconque de toucher l'appareil et ordonné une fouille méthodique de toute la zone. L'appareil photo a été transporté au laboratoire de la police scientifique de Lyon. Les techniciens l'ont examiné avec infiniment de précautions. Malgré 22 ans passés sous terre, le conteneur hermétique avait remarquablement bien fait son travail. L'appareil était intact. Plus important encore, il contenait une pellicule. La question qui se posait maintenant était, cette pellicule était-elle encore exploitable après 2 décennies? Les émulsions photographiques se dégradent avec le temps, même dans des conditions optimales, mais le joint hermétique avait protégé le film de l'humidité et l'obscurité sous terre avait empêché toute exposition à la lumière. Rachid Benjeloun, le technicien spécialisé en photographie de la police scientifique, a pris en charge le développement. C'était une opération délicate qui nécessitait un matériel spécifique pour les films anciens. Le 13 mai, Rachid a commencé le processus dans sa chambre noire. Le film était un Kodak Tri X400, une pellicule noir et blanc professionnelle, réputée pour sa latitude d'exposition et sa durabilité. Rachid a utilisé des révélateurs frais et a prolongé le temps de développement pour compenser la dégradation potentielle de l'émulsion. Quand les images ont commencé à apparaître dans le bain de révélateur, Rachid a immédiatement compris qu'il tenait quelque chose d'extraordinaire. Les 36 poses de la pellicule étaient exploitables. Certaines présentaient des voiles ou une perte de contraste, mais les sujets étaient identifiables. Le 14 mai au matin, le capitaine Moreau a été convoqué au laboratoire pour examiner les tirages. Ce qu'elle a vu l'a laissé sans voix. Les photographies documentaient les dernières heures des 4 disparus. Elles racontaient une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Le capitaine Sylvie Moreau a immédiatement contacté sa hiérarchie. L'affaire, classée depuis des années, venait d'être réouverte officiellement. Le commandant Jean-Marc Vallier, de la police judiciaire de Lyon, a été assigné à l'enquête. À 53 ans, Vallier était un enquêteur expérimenté, méthodique, qui avait travaillé sur des dizaines d'affaires criminelles complexes. La première chose que Vallier a faite a été d'examiner attentivement les 36 photographies, dans l'ordre chronologique où elles avaient été prises. Chaque image apportait un morceau du puzzle, révélant progressivement ce qui s'était passé ce soir-là. Les 5 premières photos montraient les 4 amis marchant dans les allées du jardin. On les voyait de dos, se dirigeant vers le pavillon d'été. La lumière du crépuscule créait des ombres longues sur le gravier blanc. Ces images correspondaient exactement au témoignage de Marc Dubois, qui les avait vus partir à 20h23. Les photos 6 à 12 documentaient leur arrivée au pavillon. Laurent débouchait la bouteille de champagne. Sophie disposait les coupes sur le rebord de la fenêtre en pierre. Anaïs regardait le coucher de soleil, le visage pensif. Mathieu les photographiait tous.
Mais c'était à partir de la 13e photo que les choses devenaient troublantes. On y voyait Laurent et Mathieu engagés dans ce qui semblait être une conversation sérieuse. Laurent avait le visage tendu, un doigt pointé vers Mathieu. Mathieu baissait la tête, les épaules affaissées. Photo 14. Sophie avait la main sur l'épaule de Mathieu, comme pour le réconforter. Anaïs se tenait à l'écart, les bras croisés, le visage sévère. Photo 15. Laurent semblait crier. Sa bouche était grande ouverte, son visage déformé par la colère. Mathieu avait reculé d'un pas. Les photos suivantes documentaient une dispute croissante. Le langage corporel était éloquent. Laurent était agressif, Mathieu défensif. Sophie essayait apparemment de s'interposer. Anaïs observait la scène avec une expression indéchiffrable. Le commandant Vallier a fait agrandir chaque photographie, cherchant des détails qui pourraient expliquer le conflit. Sur la photo 19, en examinant attentivement l'arrière-plan, un technicien a remarqué quelque chose. Par terre, près du mur du pavillon, on distinguait ce qui ressemblait à une enveloppe blanche. Vallier a ordonné des fouilles supplémentaires autour du pavillon d'été. Rien n'a été trouvé, mais ce détail suggérait que quelque chose d'important avait été échangé ou découvert ce soir-là. Le 15 mai, Vallier a commencé à reconvoquer toutes les personnes impliquées dans l'enquête originale. Julien et Céline ont été les premiers interrogés. Ils vivaient toujours à Villefranche-sur-Saône. Julien avait maintenant 50 ans, Céline 48. 22 ans avaient passé, mais la douleur était toujours là, inscrite dans leur visage fatigué. Quand Vallier leur a montré les photographies, Céline s'est mise à pleurer silencieusement. Julien, lui, est resté figé, fixant les images comme s'il pouvait les faire parler par la seule force de sa volonté. « Est-ce que Laurent et Mathieu avaient des problèmes ?» a demandé Vallier. « Y avait-il des tensions entre eux dont vous auriez eu connaissance ?» Julien a secoué la tête. Laurent et Mathieu se connaissaient depuis que je les ai présentés à l'université. Ils s'entendaient bien. Ils n'étaient pas aussi proches que Mathieu et moi, mais il n'y avait jamais eu de conflit entre eux. Céline a essuyé ses larmes. Anaïs avait été étrange pendant les semaines précédant le mariage. Elle était distante. J'avais mis ça sur le compte de son divorce récent, mais maintenant je me demande si elle savait quelque chose. Vallier a pris note de cette information et a décidé d'interroger ensuite les familles des disparus. Claire Garnier, la mère de Mathieu, avait maintenant 75 ans. Elle vivait seule dans un petit appartement de Villeurbanne, son mari étant décédé d'un cancer en 2003. Quand Vallier lui a montré les photographies, elle s'est effondrée. « Mon fils n'était pas quelqu'un de conflictuel », a-t-elle dit entre deux sanglots. Il fuyait les disputes. Si Laurent était en colère contre lui, c'est que quelque chose de grave s'était passé. « Madame Garnier, est-ce que votre fils vous avait semblé préoccupé dans les jours ou semaines avant le mariage ?» Claire a réfléchi longuement. « Maintenant que vous en parlez, oui. Il était venu dîner chez nous le dimanche précédent, le 16 août. Il était silencieux, perdu dans ses pensées. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose qui le troublait, mais qu'il ne savait pas quoi faire de cette information. J'ai insisté pour qu'il m'explique, mais il a refusé, disant qu'il devait d'abord en parler à quelqu'un d'autre. Ce témoignage était crucial. Mathieu avait découvert quelque chose une semaine avant le mariage. Quelque chose d'assez important pour le perturber, mais qu'il avait gardé secret. L'interrogatoire d'Émilie, l'ex-femme de Laurent, s'est déroulé à Grenoble où elle vivait maintenant. Elle s'était remariée en 1995 et avait eu 2 autres enfants. Son fils Théo, né 3 semaines avant la disparition de Laurent, avait maintenant 22 ans. Émilie avait reconstruit sa vie, mais elle portait encore la douleur de n'avoir jamais su ce qui était arrivé au père de son premier enfant. Quand Vallier lui a montré les photos montrant Laurent en colère, elle a semblé surprise. Laurent était quelqu'un de calme, a-t-elle expliqué. Il ne s'énervait presque jamais. Les seules fois où je l'ai vu vraiment en colère, c'était quand quelqu'un trahissait sa confiance. Il avait des principes très stricts sur la loyauté, l'honnêteté. Pour le mettre dans cet état, il fallait quelque chose de vraiment grave.
Le commandant Vallier a ensuite contacté le compagnon de Sophie, David Mercier. David avait sombré dans l'alcoolisme après la disparition de Sophie, mais il s'en était sorti grâce aux alcooliques anonymes. Il était maintenant sobre depuis 15 ans et travaillait comme conseiller pour des personnes en difficulté. Sophie et moi avions des problèmes, a admis David. Nous nous disputions beaucoup dans les semaines avant le mariage. Je voulais qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Elle n'était pas prête. Elle disait qu'elle avait besoin de temps, que sa carrière était importante. Mais je savais qu'il y avait autre chose. Elle était distante, préoccupée. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle disait que c'était le travail, le stress à l'hôpital. Maintenant, je me demande si elle savait quelque chose sur ce que Mathieu avait découvert. Geneviève Lefebvre, la mère d'Anaïs, avait maintenant 82 ans. Elle vivait dans une maison de retraite à Lyon. Quand Vallier est venu la voir avec les photographies, elle les a examinées longuement, particulièrement celle montrant sa fille. Anaïs savait, a-t-elle dit, finalement, avec une certitude troublante. Regardez son visage sur ces photos. Ce n'est pas de la surprise, c'est de la résignation. Elle savait ce qui allait se passer. Vallier a senti un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Madame Lefebvre ?» Ma fille était pharmacienne. Elle comprenait les gens, leurs faiblesses, leurs secrets. Pendant des années après sa disparition, j'ai cherché des indices dans ses affaires. J'ai trouvé son journal intime en 1988. Elle y écrivait qu'elle portait un fardeau depuis des années, quelque chose qu'elle aurait dû révéler, mais qu'elle avait gardé pour elle par loyauté. Je n'ai jamais compris de quoi elle parlait. Maintenant, je pense que c'était lié à ce que Mathieu avait découvert. Le commandant Vallier a demandé à voir ce journal. Geneviève l'avait conservé précieusement pendant toutes ces années. C'était un cahier à couverture florale, rempli de l'écriture soignée d'Anaïs. Vallier l'a parcouru attentivement. La plupart des entrées étaient banales. Réflexions sur son travail à la pharmacie, ses sentiments sur son divorce, ses préoccupations quotidiennes, mais une entrée datée du 18 août 1987, 5 jours avant le mariage, a attiré l'attention de Vallier. J'ai parlé avec Mathieu aujourd'hui. Il est venu à la pharmacie sous prétexte d'acheter quelque chose. Mais je savais qu'il voulait me parler en privé. Il a confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois. Nous avons décidé qu'il fallait en parler à Laurent. Céline ne doit rien savoir pour l'instant. Son mariage doit rester un jour heureux. Nous réglerons ça après, mais je sens que rien ne sera plus jamais pareil après. Cette entrée changeait tout. Anaïs et Mathieu partageaient un secret. Un secret qu'ils avaient décidé de révéler à Laurent après le mariage. Mais quelque chose avait mal tourné. Vallier est retourné examiner les photographies suivantes, celles prises après la dispute visible. Les images 23 à 30 montraient une progression inquiétante. Les 4 amis semblaient maintenant engagés dans une discussion intense. Puis, sur les photos 28 et 29, on voyait quelque chose d'étrange dans l'arrière-plan, près du mur d'enceinte, derrière le pavillon. Un technicien a agrandi ces images au maximum. Il y avait là ce qui ressemblait à une ouverture dans le sol. Une trappe ou une entrée de cave qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Le 16 mai, Vallier s'est rendu au château de Beaumont avec une équipe technique. Malgré la végétation qui avait envahi les jardins pendant 22 ans, ils ont localisé l'endroit exact où les photos avaient été prises, en se basant sur les angles des bâtiments et des arbres visibles sur les clichés. Derrière le pavillon d'été, dissimulé par des ronces et de l'herbe haute, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Une trappe en fer forgé, complètement rouillée, pratiquement invisible, tant elle était intégrée au sol et à la végétation. Avec précaution, l'équipe a dégagé la trappe. Le mécanisme de verrouillage était cassé, corrodé par les années et l'humidité. Ils ont réussi à l'ouvrir. En dessous s'ouvrait un escalier de pierre descendant dans l'obscurité. Vallier a allumé une puissante lampe torche et a commencé à descendre, accompagné de 2 gendarmes. Les marches étaient glissantes d'humidité. Après une vingtaine de marches, ils sont arrivés dans un couloir souterrain d'environ 2 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Ils étaient dans les anciennes caves du château, mais une partie qui ne figurait pas sur les plans consultés en 1987.
Des recherches ultérieures dans les archives historiques révéleraient que ces passages avaient été construits pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisés par la résistance pour stocker des armes et cacher des personnes recherchées par les Allemands. Après la guerre, les ouvertures avaient été condamnées et les passages oubliés. Seule cette trappe derrière le pavillon était restée accessible, cachée par la végétation. Vallier et son équipe ont progressé dans le couloir. Après environ 50 mètres, ils sont arrivés dans une salle plus vaste. Et là, sous la lumière crue de leurs torches, ils ont découvert ce qui allait enfin révéler la vérité sur cette nuit de 1987. 4 squelettes gisaient sur le sol de pierre humide. L'équipe médico-légale est arrivée au château de Beaumont dans l'heure suivant la découverte. Le docteur Hélène Martin, médecin légiste aux hospices civils de Lyon, a descendu les marches avec précaution pour examiner la scène. Les 4 squelettes étaient disposés dans des positions qui suggéraient qu'ils étaient morts ensemble, au même moment. Aucun signe de violence évident sur les ossements, pas de fracture, pas de traumatisme visible. À côté des corps, soigneusement alignés, se trouvaient 4 verres identiques à ceux trouvés au pavillon en 1987. Et au centre de la salle, une enveloppe blanche dans un sac plastique hermétique. Vallier a fait photographier et documenter chaque détail avant de permettre qu'on touche à quoi que ce soit. Les corps ont été transportés à l'Institut médico-légal pour autopsie. L'enveloppe a été ouverte au laboratoire de la police scientifique. Elle contenait une lettre manuscrite, écrite par Mathieu Garnier. L'écriture était reconnaissable grâce aux documents personnels conservés par sa mère. La lettre était datée du 23 août 1987, 20h45. Le commandant Vallier a lu la lettre avec une concentration totale. Ce qu'elle révélait était à la fois tragique et terriblement humain. Mathieu expliquait qu'il avait découvert, par hasard, une vérité qu'il aurait préféré ne jamais connaître. Quelques semaines avant le mariage, en développant des photographies dans sa chambre noire, il était tombé sur d'anciennes photos prises lors d'un week-end à la montagne 2 ans auparavant. Sur l'une de ces photos, prises sans qu'il le sache, on voyait Céline et Laurent ensemble, dans une attitude qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Mathieu avait été déchiré. Julien était son meilleur ami depuis le lycée. Comment pouvait-il lui révéler que sa future épouse et Laurent, un autre ami proche, avaient eu une liaison? Mais comment pouvait-il aussi laisser Julien épouser quelqu'un qui l'avait trahi? Mathieu en avait parlé à Anaïs le 18 août. Il savait qu'Anaïs était la meilleure amie de Céline et qu'elle pourrait peut-être lui parler, comprendre ce qui s'était passé. Anaïs avait confirmé qu'elle soupçonnait quelque chose depuis des mois. Elle avait remarqué des regards, des tensions, des silences qui ne trompaient pas. Ensemble, ils avaient décidé de confronter Laurent après le mariage, pour ne pas gâcher la journée de Julien et Céline. Mais ils devaient savoir la vérité avant d'agir. Ils avaient prévu d'en parler avec Sophie également, car elle était pragmatique et saurait les conseiller sur la meilleure façon de gérer cette situation impossible. Le soir du mariage, les 4 amis s'étaient retrouvés au pavillon d'été. Mathieu avait apporté les photographies compromettantes. Il les avait montrées à Laurent. La confrontation avait été violente. Laurent avait d'abord nié, puis avait fini par admettre. La liaison avait duré 6 mois, 2 ans auparavant, alors qu'il était déjà marié. Elle s'était terminée quand Céline avait compris qu'elle aimait vraiment Julien et voulait construire quelque chose de sérieux avec lui. Laurent l'avait accepté, gardant le secret pour ne pas détruire le groupe d'amis. Mais Laurent était furieux que Mathieu ait découvert leur secret. Il accusait Mathieu de vouloir détruire le bonheur de Julien et Céline par moralisme. Une dispute féroce avait éclaté. C'était cette dispute que les photographies documentaient. Puis quelqu'un avait remarqué la trappe derrière le pavillon. Laurent connaissait son existence. Dans le cadre de son travail sur la restauration de bâtiments historiques, il avait eu accès à d'anciens plans du château montrant ces passages de la Résistance. Par curiosité, ils étaient descendus explorer. Dans la lettre, Mathieu expliquait qu'en explorant les souterrains, ils avaient découvert que l'air était vicié.
Le passage avait été fermé depuis des décennies et l'aération naturelle était insuffisante. Ils avaient commencé à ressentir des vertiges, des difficultés à respirer. En essayant de remonter, ils avaient découvert que la trappe s'était refermée au-dessus d'eux. Le mécanisme rouillé s'était bloqué. Laurent, en tant qu'architecte, comprenait immédiatement la gravité de la situation. L'air s'épuisait rapidement dans cet espace confiné. Ils avaient essayé de forcer la trappe, de crier, mais ils étaient trop profondément sous terre et trop loin de la réception pour être entendus. De plus, la musique et les conversations joyeuses couvraient tout autre bruit. Mathieu avait écrit la lettre avec un stylo qu'il gardait toujours sur lui, utilisant l'enveloppe blanche contenant les photographies compromettantes comme support. Il écrivait à la lumière de son briquet, essayant de documenter ce qui s'était passé pour que leur famille ait au moins des réponses. Dans la lettre, il expliquait sa décision finale. Il savait qu'ils allaient mourir là, dans le noir et le froid. L'air devenait de plus en plus rare. Sophie, avec son expérience médicale, leur avait expliqué qu'ils avaient au mieux quelques heures. Plutôt que de souffrir lentement de l'asphyxie, ils avaient décidé de prendre le contrôle de leur faim. Anaïs, en tant que pharmacienne, avait toujours sur elle un petit flacon de médicaments puissants. Du pentobarbital, un barbiturique utilisé dans certains protocoles médicaux, qu'elle gardait pour des raisons qu'elle n'avait jamais expliquées clairement. Elle avait proposé de le partager. Dilué dans le reste du champagne que Laurent avait apporté, cela leur permettrait de s'endormir paisiblement plutôt que de souffrir. Mathieu terminait sa lettre en demandant pardon. Pardon à sa mère pour la douleur qu'il allait lui causer. Pardon à Julien pour ne pas avoir trouvé une meilleure façon de gérer cette situation. Il expliquait où il avait enterré son appareil photo avec le film documentant leurs derniers moments, espérant qu'un jour, quelqu'un le trouverait et comprendrait. Mais il y avait un dernier élément dans la lettre, quelque chose qui changeait toute l'histoire. Mathieu révélait que Céline était enceinte de Laurent, pas de Julien. Elle l'avait confié à Anaïs quelques jours avant le mariage, paniquée, ne sachant pas quoi faire. La liaison remontait à 2 ans, mais Céline et Laurent s'étaient revus une fois, 4 mois avant le mariage, lors d'une soirée où Julien était absent. C'était cette nuit-là que Céline était tombée enceinte. Anaïs avait juré de garder le secret, ne sachant pas que Mathieu avait découvert la liaison ancienne. Quand ils en avaient parlé ensemble le 18 août, tous les morceaux du puzzle s'étaient assemblés. Céline allait épouser Julien en lui cachant la vérité sur la paternité de l'enfant qu'elle portait. C'était ce poids, ce secret insupportable, qui avait motivé leur décision d'en parler à Laurent ce soir-là. Il voulait lui faire comprendre qu'il devait assumer ses responsabilités, que Céline devait dire la vérité à Julien avant qu'il ne soit trop tard. Mais le destin en avait décidé autrement. Le docteur Martin a confirmé par les analyses que les 4 personnes étaient mortes d'une intoxication au barbiturique combinée à l'asphyxie progressive. Les analyses toxicologiques sur les ossements, bien que limitées après tant d'années, ont révélé des traces significatives de pentobarbital. Ils s'étaient endormis ensemble dans cette cave, sachant qu'ils ne se réveilleraient jamais. Les dernières photographies sur la pellicule prenaient maintenant tout leur sens. Les images 31 à 35 montraient les 4 amis assis dans la salle souterraine, à la lumière vacillante d'un briquet. Leurs visages étaient calmes, résignés. La photo 32 montrait Sophie tenant la main de Mathieu. La 33 montrait Laurent avec les yeux fermés, la tête appuyée contre le mur. La 34 montrait Anaïs avec un léger sourire triste. La 36e et dernière photo était un autoportrait. Mathieu avait programmé le retardateur de son appareil et l'avait posé sur le sol. On y voyait les 4 amis allongés côte à côte, les mains entrelacées, attendant la fin ensemble. Le 19 mai 2009, le commandant Vallier a convoqué Julien et Céline pour leur révéler la vérité. C'était peut-être la tâche la plus difficile de toute sa carrière. Julien et Céline sont arrivés au commissariat de Lyon, ne sachant pas encore ce qui les attendait. 22 ans après leur mariage maudit, ils allaient enfin avoir des réponses. Mais ces réponses allaient détruire tout ce qu'ils croyaient savoir. Vallier leur a d'abord montré les photographies, expliquant où les corps avaient été trouvés, comment ils étaient morts.
Puis, avec infiniment de précaution, il leur a tendu la lettre de Mathieu. Céline a lu en silence, son visage devenant de plus en plus pâle. Quand elle est arrivée au passage sur sa grossesse, elle s'est effondrée. Julien, qui lisait par-dessus son épaule, s'est figé. « C'est vrai ?» a-t-il demandé d'une voix étranglée. « Tu étais enceinte de Laurent ?» Céline ne pouvait plus parler. Elle hochait la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce qui s'est passé ensuite, Vallier le raconterait plus tard comme l'un des moments les plus déchirants qu'il ait jamais vécu dans sa carrière. Julien n'a pas crié, n'a pas explosé de colère. Il s'est simplement levé et est sorti de la salle d'interrogatoire sans un mot. Céline est restée seule avec Vallier, incapable de bouger. Finalement, elle a commencé à parler. Les mots sortaient dans un flot confus, comme si elle avait attendu 22 ans pour les prononcer. Elle avait eu une liaison avec Laurent 2 ans avant d'épouser Julien. C'était une erreur, une période de doute dans sa relation avec Julien. Quand elle avait réalisé qu'elle aimait vraiment Julien, elle avait rompu avec Laurent. Ils avaient juré de garder le secret pour ne pas détruire le groupe d'amis. Puis, 4 mois avant le mariage, lors d'une soirée où Julien était en déplacement professionnel, Laurent et Céline s'étaient retrouvés seuls. Un verre de trop, la nostalgie, la peur du mariage imminent. Une nuit, une seule nuit. Et Céline était tombée enceinte. Elle avait paniqué. Comment pouvait-elle dire à Julien qu'elle portait l'enfant de Laurent? Comment pouvait-elle annuler le mariage déjà prévu, réservé, organisé? Elle s'était confiée à Anaïs, sa meilleure amie, qui lui avait conseillé de ne rien dire, de laisser Julien croire que l'enfant était le sien. Personne ne saurait jamais, mais Anaïs portait ce secret comme un fardeau. Et quand Mathieu lui avait montré les photos de l'ancienne liaison, révélant qu'il savait, Anaïs avait compris que la vérité finirait par éclater. Ils avaient décidé d'en parler à Laurent pour qu'il assume ses responsabilités. « J'ai perdu le bébé 3 semaines après le mariage », a dit Céline d'une voix brisée. « Une fausse couche, le stress, la disparition de mes amis, la culpabilité. Mon corps a rejeté cet enfant qui n'aurait jamais dû exister. Et depuis 22 ans, je vis avec ce secret. Je savais que c'était ma faute. Si je n'avais pas eu cette liaison, si je n'étais pas tombée enceinte, mes amis seraient encore vivants. Ils sont morts à cause de moi. » Vallier a compris que Céline avait vécu un enfer pendant toutes ces années. Elle portait la culpabilité de 4 morts, même si, objectivement, elle n'était pas responsable de l'enchaînement tragique d'événements qui avaient conduit à leur fin. Dans les jours suivants, les familles des disparus ont été informées. Les corps ont été identifiés formellement par analyse ADN et rendus aux familles pour des funérailles appropriées. Après 22 ans d'incertitude, ils pouvaient enfin faire leur deuil. Claire Garnier, la mère de Mathieu, a demandé à lire la lettre de son fils. Vallier la lui a donnée, après avoir effacé les parties concernant Céline et Laurent. Ce n'était pas nécessaire de révéler publiquement tous les détails. La vieille femme a pleuré en lisant les derniers mots de son fils, mais elle a aussi trouvé une forme de paix. Mathieu n'avait pas souffert. Il avait fait ce choix entouré d'amis, refusant de mourir seul et effrayé dans le noir. Émilie a fait le voyage depuis Grenoble, avec son fils Théo. Théo avait 22 ans maintenant, exactement l'âge du temps écoulé depuis la disparition de son père. En apprenant la vérité sur la mort de Laurent, Théo a ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Son père n'avait pas abandonné. Il était mort dans des circonstances tragiques, mais il n'avait pas choisi de partir. Geneviève Lefebvre, la mère d'Anaïs, a été la plus sereine de tous. « Je savais que ma fille portait un secret trop lourd pour elle », a-t-elle dit. « Maintenant, je comprends. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste jusqu'au bout. » David Mercier, l'ex-compagnon de Sophie, a demandé à voir les photographies. En voyant Sophie tenir la main de Mathieu sur l'une des dernières images, il a compris que même dans ces derniers moments, elle avait trouvé du réconfort auprès de ses amis. Ça l'a aidé à pardonner leur dispute, à se souvenir d'elle comme elle était vraiment, une femme forte et compassionnée. Julien et Céline se sont séparés 3 mois après la révélation. Leur mariage avait été construit sur un mensonge, et même 22 ans plus tard, cette vérité était impossible à surmonter.
Ils ont divorcé à l'amiable, sans amertume visible, mais avec la conscience que leur vie ensemble avait été hantée depuis le début par les fantômes de cette nuit d'août. Le château de Beaumont a finalement été rénové comme prévu. Le promoteur Vincent Aubert a fait installer une plaque commémorative près du pavillon d'été, en mémoire des 4 amis. L'entrée des souterrains a été scellée définitivement et un mémorial sobre a été érigé à l'endroit où l'appareil photo avait été découvert. L'histoire a fait les gros titres pendant des semaines. Le mystère du mariage maudit enfin résolu. 4 amis morts ensemble 22 ans après leur disparition. Une photo révèle la vérité après 2 décennies. Mais au-delà du sensationnalisme, l'affaire posait des questions profondes sur les secrets, la loyauté, les choix impossibles que nous devons parfois faire. Mathieu, Sophie, Laurent et Anaïs avaient été confrontés à un dilemme moral insurmontable. Révéler la vérité aurait détruit Julien. La cacher aurait signifié trahir leur ami. Dans leur tentative de trouver une solution, le destin avait décidé pour eux de la manière la plus cruelle possible. Le commandant Vallier a classé l'affaire comme une mort accidentelle combinée à un suicide assisté. Aucune charge n'a été retenue contre personne. Il n'y avait pas de coupable, seulement des victimes d'une série de mauvais choix et de malchance. Les 36 photographies ont été conservées comme pièces à conviction, mais des copies ont été remises aux familles. Ces images, prises par Mathieu dans les dernières heures de sa vie, sont devenues un témoignage poignant de l'amitié, du sacrifice et de la fragilité de l'existence humaine. 22 ans après leur disparition, les 4 amis ont enfin pu reposer en paix. Leurs tombes, dans le cimetière de Sainte-Foy-les-Lyons, sont visitées régulièrement par ceux qui se souviennent. Sur chaque pierre tombale gravée à côté des dates de naissance et de mort figure une seule phrase, choisie par leurs familles ensemble. Ils sont partis ensemble comme de vrais amis. Ce cas nous montre comment les secrets et les non-dits peuvent avoir des conséquences dévastatrices. 4 personnes sont mortes, non pas à cause d'un acte criminel, mais à cause d'un enchaînement tragique de circonstances amplifiées par des vérités trop lourdes à porter. Qu'auriez-vous fait à la place de Mathieu? Auriez-vous révélé le secret pour protéger votre meilleur ami, même si cela détruisait son bonheur? Ou auriez-vous gardé le silence par loyauté? Ce sont des questions sans réponse facile, qui nous rappellent que la vie n'est pas faite de choix noirs ou blancs, mais de nuances de gris que nous devons naviguer avec notre conscience. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez votre like si cette enquête vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait également ce type d'histoire vraie et profondément humaine.